Je suis pas quelqu'un qui a spécialement peur devant une série ou un film, mais là je dois admettre que des fois je regardais la série comme ça. The Haunting of Hill House. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, mais après on va tout spoiler parce qu'il y a plein de trucs à spoiler, genre vraiment beaucoup. Depuis que je suis sur YouTube, vous ne m'avez jamais autant fait chier pour que je regarde une série, et merci du fond du cœur. The Haunting of the Hill House est clairement de loin ma série préférée de cette année et ma plus grosse claque niveau série télé depuis des années. Dès que j'ai fini la série, je savais que c'était l'une des meilleures séries et l'une de mes séries préférées que j'ai vues de toute ma vie, c'était une évidence. The Haunting of the Hill House est une série Netflix qui est sortie il y a à peu près une dizaine de jours, qui raconte l'histoire de cette famille qui a emménagé pendant un été à Hill House. Famille composée de 2 parents et de 5 enfants. On suit donc les événements de cette famille qui vit pendant un été à Hill House et le présent. On a donc un récit en parallèle entre le présent où les enfants ont bien grandi et le passé où les enfants vivaient à Hill House. Et dire que c'est une série d'horreur, je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai, mais c'est bien plus que ça. C'est une série dramatique avec des éléments fantastiques et des éléments horrifiques, mais c'est avant tout une série dramatique. La grande force de The Haunting of the Hill House sont ses nombreux degrés de lecture. Il y a 2 degrés de lecture qui sont d'une force incroyable, c'est le degré de lecture horrifique et le degré de lecture dramatique. À mon goût, l'horreur de cette série est une grande métaphore pour parler d'autre chose. Et c'est pour ça que j'adore cette série, parce que je suis pas un fan d'horreur, les films d'horreur ça m'intéresse pas plus que ça. Je déteste les jumpscares, je déteste l'horreur pour faire peur, je déteste le gore, tout ça. Moi j'adore l'horreur qui raconte quelque chose. Et là c'est exactement ça. Toute l'horreur de The Haunting of Hill House raconte quelque chose de dramatique, d'émouvant et d'incroyablement fort. La grosse thématique de The Haunting of the Hill House c'est bien évidemment la famille, mais surtout le chagrin et le deuil. Le deuil étant sûrement le truc le plus important et le cœur de cette série. Et si vous prenez tous les éléments horrifiques comme un symptôme du deuil, au fait vous n'avez pas une série d'horreur, vous avez une série dramatique. Mais de l'autre côté, vous pouvez justifier le drama par l'horreur. Il y a 2 degrés de lecture, un pour les fans d'horreur et un pour les autres. Grâce à ces 2 degrés de lecture, vous pouvez raconter ou l'histoire de cette famille qui a été contaminée et qui a vécu dans une maison hantée, ou raconter l'histoire de cette famille et de leur drama familial. Et vous avez donc 2 histoires complètement identique, mais la manière dont vous la regardez est complètement différente. Et je pense vraiment que regarder la série une deuxième fois va rendre l'expérience encore plus intéressante et encore plus marquante. C'est comme regarder Fight Club 2 fois. Vous comprenez dès le début où ça va aller et vous voyez les petits détails tout le long. Et en parlant de petits détails, la maison de Hill House est contaminée pour le coup de petits détails. C'est en théorie une maison hantée en fonction de la manière dont vous regardez la série, mais au niveau des détails, c'est inquiétant. La direction artistique de la maison est phénoménale. Et il y a énormément de détails cachés dans le décor de la maison. Un truc tout bête, mais à cause de Doctor Who, j'ai développé un traumatisme quand il s'agit de statues dans une série télé ou dans un film. Pour moi, une statue, quand tu la regardes pas, bah ça bouge. Voilà, c'est à cause de Doctor Who, c'est à cause des anges peureurs dans Doctor Who. Et là, il y a un certain moment dans la série où une statue bouge. Ça n'a aucun impact sur l'histoire de la série, ça n'a aucune logique par rapport à ce que essaie de raconter la série, c'est juste un easter egg, c'est juste un détail. Et avant de faire cette vidéo, j'ai regardé une liste de tous les easter eggs de la série, j'ai partagé sur Twitter 2 moments précis, j'ai pas envie de vous spoiler l'expérience, mais il y a vraiment plein de moments, quand vous regardez le décor, vous voyez genre des visages, vous voyez genre des fantômes, il y a des moments où il y a clairement un fantôme qui est derrière un personnage, sans raison, parce que la maison est hantée, ça c'est une raison, mais il n'y a aucune incidence sur le scénario et la série n'en parle jamais. Il y a un vrai travail sur les détails, sur les reflets et sur le décor de la maison. Et d'ailleurs la photographie de la série est incroyable. La lumière et la manière dont elle raconte des histoires à elle toute seule, c'est phénoménal. Il y a des scènes qui sont racontées que par la lumière. Il y a des transitions d'états psychologiques de personnages qui sont racontées par un petit détail dans la lumière, dans le changement de lumière de la scène. Et il y a un vrai travail sur clair-obscur, sur les reflets, mais aussi sur la lumière divine. Les seuls moments où il y a de la lumière dans cette série, c'est-à-dire qu'il y a une révélation, où il y a quelque chose de important ou de marquant qui arrive. Ou alors un changement d'état psychologique de personnage, mais qui est complètement différent de ce qu'on a d'habitude. Vu que ça parle de chagrin, les personnages sont en décroissance psychologique. En gros, plus on avance dans l'histoire, plus les personnages arrivent au fond du trou. Et c'est ça qui marche bien dans la série, c'est que la série marche crescendo. Les 5 premiers épisodes racontent tous l'histoire de l'un des enfants de la famille, et à partir de là, bah c'est crescendo émotionnel et ça s'arrête jamais. Et à chaque fois, ça avance,
pense il y a qu'un seul épisode où ça redescendait un peu, genre l'épisode 7, c'est le seul épisode où il se passait moins de choses et dont j'ai pas vraiment vu l'intérêt. Ça restait un bon épisode, hein, et je crois d'ailleurs que c'est l'épisode le plus court aussi. Du coup tu vois que c'est un épisode qu'ils ont fait pour en avoir 10 et pas 9, mais sinon ça restait quand même bien. C'est crescendo émotionnel, crescendo de rythme, ça s'arrête jamais, et plus t'avances dans la série, plus t'as envie de savoir ce qui se passe dans leur vie, dans leur famille, et t'es à fond dedans d'un bout à l'autre. Et si on parle de l'horreur, un truc qui me dérange souvent dans les séries d'horreur, c'est que je déteste les jumpscares. Pour moi les jumpscares c'est de la facilité d'horreur qui ne sert à rien. Moi j'aime bien qu'on ait une ambiance, qu'il y ait un contexte, qu'il y ait une vraie raison pour qu'il y ait de l'horreur. Et ce qui est dingue avec The Haunting of Hill House, c'est que l'horreur te surprend toujours. T'as jamais deux fois la même utilisation de l'horreur. Il y a un seul jumpscare en 10 épisodes et c'est d'une efficacité incroyable. Genre quand le jumpscare est arrivé, et j'en parlerai en spoiler, je m'y attendais tellement pas, mais tous les indices étaient là. Tous les indices de la scène me menaient à jumpscare et je m'y attendais pas. Mais c'est un jumpscare de fou furieux. C'est le genre de truc, mais je vais m'en rappeler toute ma vie. L'horreur se renouvelle tout le temps, ils utilisent jamais le même procédé d'horreur et ça c'est génial. Parce que tu peux dire oh ils vont faire ça, c'est prévisible, tout ça. Non, jamais. Jamais l'horreur est prévisible et jamais tu t'attends au résultat de l'horreur. Et ça c'est incroyable en 10 heures de série de jamais utiliser le même procédé horrifique. Mais ce qui est marrant, c'est que l'horreur, d'un côté, est toujours inattendue, ce qui fait peur est inattendu, mais l'autre côté, c'est prévisible parce que ça a un lien direct avec les thématiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, quand tu vas voir une scène d'horreur, tu la comprends avant qu'elle ait lieu. Quand tu vois cette scène, tu dis, ah ça correspond à l'état émotionnel du personnage, et ça reflète ce moment précis de la vie du personnage. D'où l'effet que c'est vraiment une métaphore plus qu'autre chose. Et c'est ça qui marche bien, c'est que tu comprends, et c'est prévisible à quoi ça correspond, même si à un moment, pour moi, il y avait un énorme mindfuck qui m'a traumatisé, tu comprends ce que ça veut dire et en même temps bah c'est inattendu parce que tu sais pas ce qui va te faire peur. Je sais pas si ça a du sens mais vous comprenez le délire. Et vu que c'est une série d'horreur, il y a un vrai travail sur les réactions des personnages et les acteurs doivent être impeccables. Et les acteurs sont clairement impeccables. Il y a aucun moment où les acteurs m'ont déçu dans leur réaction, dans leur jeu d'acteur, il y a aucun moment où ce n'était pas le comportement qu'ils devaient avoir. À chaque fois c'était logique, prévisible quand ça le devait et inattendu quand ça le devait aussi. Donc les acteurs sont tous excellents et vraiment ils sont à certains moments très émouvants. Il y a certains moments où les acteurs vont vous faire larmoyer parce qu'ils jouent aussi bien que ça. Ils ont fait un vrai travail de jeu d'acteur et personne ne te déçoit jamais. Et le jeu d'acteur est incroyablement important dans cette série parce que tout passe par rapport aux émotions des personnages, aux relations des personnages et par rapport à la métaphore du chagrin. Parce que pour une série entre guillemets d'horreur, mais moi je préfère appeler ça une série dramatique, oui, vous allez être ému, genre souvent et beaucoup, parce que les relations entre les personnages te le permettent, parce que tu crées une vraie empathie, tu t'attaches énormément au personnage et parce qu'il y a des moments où tu peux juste pas te retenir quoi. Jamais dans une série télé j'ai eu peur et j'étais angoissé et je pleurais de bonheur pour le personnage. C'était tellement un cocktail émotionnel qu'à la fin j'ai juste arrêté, j'ai fait autre chose. Pendant un moment parce que tu peux pas suivre l'épisode 5. Vraiment l'épisode 5 c'est tellement une claque émotionnelle que tu dois faire une petite pause après, tu dois dire bon bah voilà là j'arrête un peu. Bon j'en parlerai plus en spoiler hein, mais il y a un vrai travail aussi de mise en scène, il y a un épisode entier en plan séquence. Je crois qu'il y a un cut dans l'épisode, mais c'est un cut qui est logique dans la cohérence de l'histoire, donc il était un peu obligatoire. Mais sinon, il y a un épisode entier d'une heure en plan séquence. Je crois que je vais m'arrêter là pour la partie sans spoiler, je vais commencer à parler des personnages, de la conclusion, et pour parler de la conclusion vite fait, c'est une fin juste parfaite, ils ont exactement compris ce qu'il fallait comme fin, c'est émouvant, c'est fort, et j'espère qu'il n'y aura pas de seconde saison, parce qu'il n'y a pas matière de faire une seconde saison, là, ça c'est fini, et le fait qu'il y ait une seconde saison gâcherait tout l'impact émotionnel de cette première saison. Allez voir The Haunting of Hill House parce que c'est une série qui le mérite. Je pense que là Netflix ils viennent de sortir leur chef-d'œuvre, la raison principale d'avoir leur plateforme. C'est la série Netflix par excellence et je pense qu'ils ont rien fait de mieux depuis la sortie de leur plateforme. Donc allez voir The Haunting of Hill House, mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré et détesté. Moi je vais commencer à spoiler, donc allez voir la série et revenez juste après. Pourquoi je dis que c'est une métaphore du chagrin? C'est qu'en gros, moi j'ai vu cette série de la manière dramatique. Enfin, j'ai vu les deux, hein, et l'horreur et le drama. Mais en gros, pour moi, c'est l'histoire de cette famille qui va arriver dans une nouvelle maison qu'ils ont achetée et qu'ils doivent réparer. Dans cette maison, la mère va perdre la tête parce qu'elle est schizophrène, comme le dit souvent Steve dans la série. Elle va perdre la tête, tuer l'enfant des voisins. Ensuite, ça va être l'histoire du père, qui a à mes yeux le vrai héros de la série, qui va cacher la vérité à ses enfants pendant toute leur vie. Et c'est juste ça en fait. Et donc forcément, les enfants vont être traumatisés à cause du comportement de leur mère. Et tous les éléments horrifiques de la série ont un rapport avec les différents traumatismes des enfants. En gros, si vous prenez le personnage de Steve, lui, c'est quelqu'un qui n'a jamais considéré qu'il a été traumatisé
par la mort de sa mère, enfin le suicide de sa mère du coup. C'est même quelqu'un qui en a profité et qui en a écrit un livre. C'est l'une des personnes qui croyait pas au supernaturel de la maison. Et lui, dans le fait qu'il ait pris le contrôle des événements de sa jeunesse parce qu'il n'a jamais réellement vu le vrai état de sa mère, a extériorisé toutes ses émotions, tout son passé dans ce livre et se considère comme quelqu'un de sain d'esprit. On apprend au fil des épisodes que c'est celui qui vit le plus dans le déni, qui a le plus ce mécanisme de protection et qui a toujours eu du mal à accepter la vérité et à se rendre compte de vraiment la condition de sa famille et ce que son père a fait. Parce que Steve déteste son père parce qu'il s'est jamais rendu compte de ce qu'il a caché à sa famille et surtout de pourquoi il l'a fait. C'est là que je commence avec l'épisode 1 parce que l'épisode 1 nous met bien en évidence l'introduction de tous les personnages et l'introduction surtout de Steve. Steve qui ne croit donc à rien et ça va être un peu donc son évolution jusqu'au fait de croire à la vérité et croire que son père a bien fait de leur mentir. Ensuite on a Nelly qui dès le début a été traumatisée par les problèmes de sa mère, tellement traumatisée par les problèmes de sa mère qu'elle va faire du sleep paralysis. Le sleep paralysis, pour la petite histoire, c'est une sorte d'état entre le rêve et la réalité et je pense qu'on a tous un peu vécu cet état une fois dans notre vie. Moi je me rappelle très bien, il y a un moment dans ma vie après un long week-end, genre 4 jours où j'ai trop fait de soirées et de teuf, j'ai essayé de dormir le 5e jour et ce jour-là je sais que je me suis réveillé, je ne pouvais plus bouger, je voyais les murs bouger, je voyais des visages sur les murs et je voyais une femme devant moi en train de m'étouffer. Oui, je viens de vous avouer l'un des trucs les plus traumatisants de ma vie, mais et alors? C'est un état qui m'a personnellement beaucoup touché parce que je pense qu'on l'a tous vécu, on s'en rappelle peut-être pas forcément, mais moi je m'en rappelle parce que c'était assez récent. Comment vous dire que les jours d'après je n'ai pas dormi, genre pendant 3 jours d'affilée je n'ai juste pas dormi, tellement j'avais peur. Donc il a été traumatisé par le fait que sa mère a perdu la tête et a commencé à développer ce problème de sleep paralysis. Et donc toute la métaphore de la dame au cou tordu, bah en fait c'est juste le fait qu'elle dormait mal. C'est juste une métaphore pour dire qu'elle était dépressive, qu'elle faisait de l'anxiété et qu'elle dormait mal. C'est pour ça que lorsqu'elle rencontre quelqu'un, qu'elle épouse son mari, elle oublie toute cette phase parce que elle a plus de raison de se sentir mal. Elle est plus dépressive parce qu'elle a un mari, parce qu'elle a une vie pleine, saine, etc. etc. Et c'est pour ça que son trauma revient dans l'épisode 5, son mari meurt et du coup là forcément sa dépression revient, son anxiété revient, son passé revient. Et c'est pour ça qu'on est face à l'un des personnages les plus touchants parce qu'au fait la dame au cou tordu c'est une métaphore pour dire qu'elle était dépressive et qu'elle voulait se suicider. Et quand elle arrive au bout de se suicider, là tu la vois en tant que dame au cou tordu. Je vais m'arrêter un peu pour parler de Nelly. L'épisode 5 était l'un des meilleurs épisodes de télé, de l'existence de la télévision. Toute la métaphore avec la dame au cou tordu, tout le fait qu'elle fasse tout pour lui, qu'elle achète de l'héroïne pour lui, qu'elle prenne pas ses antidépresseurs, qu'elle aille voir Steve pour lui parler devant tous ses fans des mensonges de Hill House, de son bouquin, pour finalement se rendre dans la maison, péter un câble, avoir des hallucinations dans une scène des plus touchantes. C'est là que je veux dire que je me suis senti extrêmement angoissé, que j'ai eu peur et que j'ai pleuré, c'est que là tu vois toute sa famille, c'était son dernier moment de bonheur avant de se suicider. Et le fait qu'on soit dans la maison m'a angoissé parce qu'on sait que dans la maison il se passe des trucs surnaturels. Le fait qu'elle voit son mari, qu'elle danse avec elle, qu'elle soit heureuse m'a fait pleurer de joie pour elle. La peur c'était au fait je savais qu'il allait se passer quelque chose de grave et quand je vois que son collier lui commençait à lui serrer le cou, là j'ai compris, là j'avais peur. Et tu la vois tomber à travers tous les moments de sa vie avec la corde au cou. Donc là c'était un moment d'émotion inégalable. Franchement j'ai rarement vu un truc aussi émouvant dans une série télé et ça m'a incroyablement touché. Et c'était pas facile à voir. Voilà, encore une fois, ça reste dans la métaphore de la dépression pour Nelly. Steve, c'est la métaphore du déni, Nelly, la métaphore de la dépression. J'ai envie de parler de Shirley aussi, qui était la cadette de la famille niveau fille, qui, elle, a été tellement traumatisée par la mort de sa mère qu'elle en a fait son travail. Elle bosse dans les pompes funèbres. Tellement traumatisée par ça qu'elle fait même payer beaucoup moins aux gens pour qu'ils puissent voir la vérité et voir leurs défunts une dernière fois. Donc elle les lave, elle les nettoie, elle les maquille, et le moment où elle maquille Nelly après son suicide est extrêmement difficile parce que là, elle se rend compte qu'elle va pas bien. Elle va pas bien parce que pour une fois, elle s'occupe d'un membre de sa famille et qu'elle se rend compte qu'elle a jamais réellement vu sa mère morte. Et en fait, elle utilise son travail pour accepter le fait qu'elle avait pas besoin de voir mourir sa mère. Elle vit dans une sorte de déni, le déni étant l'une des choses les plus graves après la mort d'un proche. C'est l'une des étapes du deuil d'ailleurs, le déni. Elle vit dans ce déni que le fait que son travail puisse la réconforter dans l'idée qu'elle n'avait jamais besoin de voir sa mère. Et du coup, le fait de voir plein de morts à chaque fois, ça lui fait rien. Sauf que ça lui fait forcément quelque chose. Et c'est ça qu'on se rend compte au fur et à mesure de la série. Et elle se croyait tellement parfaite et tellement saine d'esprit qu'elle va même tromper son mari à un certain moment. C'est là qu'on arrive à Theodora qui, elle, a été tellement bouleversée par la mort de sa mère, parce qu'en fait, au final, tout revient par rapport à Hill House et au traumatisme qui a été vécu dans cette maison. Theodora est tellement marquée par ça qu'elle ne ressent rien. C'est pour ça qu'elle a une métaphore très forte avec les gants, parce que les gants lui permettent de mettre un mur autour d'elle, de se protéger des gens. Donc ces gants ne lui permettent pas de voir le surnaturel. Ces gants lui permettent surtout, avant tout, de s'écarter des gens, de pas toucher les gens. Quand elle enlève ses gants, c'est dans les moments les plus
intime où elle espère sentir quelque chose. D'ailleurs, quand elle dit à Shirley qu'embrasser son mari était la seule chose qu'elle a sentie depuis super longtemps, c'est un truc super touchant. Parce que c'est quelqu'un qui ne ressent rien, qui essaie d'aider les autres et qui essaie de vivre sa vie à fond tellement qu'elle va coucher à droite à gauche sans problème. Quand t'es vide de l'intérieur, t'essaies de te goinfrer comme tu peux. Et elle, c'est en couchant avec des gens. Et elle se rend compte qu'elle a réussi à goinfrer ce vide avec de la honte, le fait d'avoir embrassé le mari de Shirley. C'est très touchant parce que le vide dans la vie, ça existe. Il y a des gens qui ne ressentent rien. Il y a des gens qui, à certains moments dans leur vie, ne ressentent plus rien. Ni d'affection, ni d'amour, ni de peur, ni de haine, rien. T'es juste une coquille vide. Et en général, ces gens-là essaient justement de remplir leur coquille en couchant avec des gens. Parce que c'est le truc le plus intime que tu peux faire avec quelqu'un. Sauf que quand ça marche pas, bah forcément, t'as plus rien quoi. Ah si, t'as un autre truc, ça s'appelle la drogue. Avant de parler de Luke, j'ai envie de parler de Theodora et du moment où elle pète un câble après avoir eu l'accident de voiture, entre guillemets. Le moment, dans l'accident de voiture, j'ai juste envie de dire, nique sa mère. Le moment où tu vois, je crois que c'est la mère, j'ai pas regardé la scène, hein, j'ai pas revu depuis le jumpscare, où tu vois la mère être dans la voiture avec eux et la voir gueuler avant qu'elle dérape et aille dans, je sais pas, dans le gazon avec sa voiture, et c'est le pire jumpscare de ma vie. Ce moment-là, je ne m'y attendais absolument pas. Pourtant, toute la série, tout l'épisode m'indiquait que ce jumpscare allait arriver à un moment dans cet épisode. Et quand il arrive, bah je m'y attendais pas. Parce que t'étais tellement impliqué dans le dialogue, dans l'engueulade des deux personnages. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand le jumpscare est arrivé, j'ai rabaissé mon ordinateur portable. J'ai eu tellement peur que j'ai rabaissé mon épisode. Genre j'ai fait non, j'ai fait stop. Il m'a fallu quelques secondes avant de me sentir mieux. Du coup, j'ai rallumé, j'ai continué l'épisode. Mais ce truc-là, il m'a vraiment trop surpris, j'ai eu trop peur. Voilà, des fois, je suis un fragile quand même, faut l'admettre. Donc Manon, parlons de Luke. Luke a été touché par la mort de sa mère différemment. Luke est devenu un addict. C'est bien parce que t'as encore une fois tout le spectre des gens qui essaient de vivre avec des traumatismes, et l'un d'eux est devenu accro. Accro à l'héroïne, et c'est vraiment l'histoire de Luke qui va être, à mon goût, la moins intéressante. Ça finit par être la plus touchante, mais la moins intéressante. Ce que je veux dire par là, c'est que Luke, c'est une histoire classique de mec accro, et l'élément horrifique de son épisode était pas très pertinent à mon goût. Parce que, genre, l'épisode 4, il y a très peu d'éléments horrifiques. Oui, il y a ce monsieur au chapeau melon qui le suit tout l'épisode, mais j'ai pas trouvé ça assez impactant. Le mec au chapeau melon, c'est le fait de dire, bah tiens, accepte ta destinée et sois accro. À chaque fois que le mec au chapeau melon se rapprochait de lui, c'était lui qui devenait accro. Et par contre, tout le parallèle avec Hill House, où il avait cet ami imaginaire, a pas fonctionné pour moi pour la simple et bonne raison que je m'y attendais trop. Je m'y attendais trop que cette personne, Joey, on sait pas hein, si elle est imaginaire ou pas, mais à mes yeux, Joey, donc l'addict qui s'en va du centre de rééducation, c'est une métaphore pour vraiment son addiction. Donc cette personne n'existe pas. Encore une fois, vu qu'il y a double lecture, on sait pas vraiment si Joey a existé, mais pour moi, le fait qu'à la fin il se retrouve complètement en train de trembler, qu'il ait les mêmes symptômes que le fait d'avoir pris de l'héroïne, prouve que c'était vraiment une métaphore pour raconter quelque chose d'autre. Donc Joey représente vraiment cet aspect le plus sombre de lui, qui s'est imaginé depuis qu'il est tout petit, à cause justement du suicide de sa mère. L'épisode 4, c'est celui qui m'a le moins impressionné avec le 7, parce que j'ai trouvé ça trop facile, j'ai envie de dire. Les autres, ils avaient toujours une sorte de twist scénaristique, et là, le 4, moi, j'ai trouvé touchant, mais il m'a pas impressionné plus que ça. Pour moi, c'était un bon épisode de Fight Club, quoi. Voilà. Et là où son intrigue est vraiment touchante, c'est son lien par rapport à Nelly, et le fait que eux soient des vrais jumeaux, qui sentent cette empathie entre jumeaux. Enfin, dans la série, ils appellent ça empathie entre jumeaux, mais encore une fois, le degré de lecture permet de penser que ou c'est une vraie connexion qu'ils ont entre eux, ou c'est juste une coïncidence, et ils étaient tous les deux dépressifs, enfin, l'une à cause de la mort de son mari, et l'autre à cause de l'addiction. Mais là où tous ces beaux personnages se réunissent, c'est pour voir Nelly, pour voir la première fois Nelly dans l'épisode 6. Et l'épisode 6 va marquer un tournant dans la série, parce que la série va commencer à parler de la famille et plus principalement du père. C'est là qu'on va comprendre pourquoi le père a caché la vérité à ses enfants. L'épisode 6, qui est un énorme plan séquence qui travaille et le passé et le présent en même temps, sans cut, j'ai compté un cut je crois dans l'épisode. Mais en gros c'est un énorme plan séquence super émouvant qui raconte vraiment le début de la fin du mariage entre Olivia et le père. On rentre d'ailleurs dans les secrets de la maison, là où il découvre un cadavre, là où il découvre vraiment la folie de sa femme qui a commencé à perdre la boule dans l'épisode 6, et c'est là qu'on va découvrir grâce à son plan séquence vraiment la maîtrise du père par rapport à la maison. Parce que le père c'est très bien, c'est d'ailleurs c'est pour ça que pour moi c'est le héros du film, il connaît très bien la maison, il est là pour la réparer, et il connaît très bien ses enfants. Lui il est vraiment entre le surnaturel et le réel, et lui il le comprend. Il sait ce qui est réel, il sait ce qui est surnaturel, et il voit un peu les deux. Ça a toujours une logique avec le chagrin, le fait qu'il essaie de protéger ses enfants. Du coup le fait de mentir que la maison est hantée est un meilleur mensonge que dire que ta mère a tué une gamine et ensuite s'est suicidée. C'est bien plus logique. Surtout quand ta mère a tué la gamine des voisins. Ouf.
pas facile ça. C'est pour ça qu'il y a une grosse métaphore sur la maison aussi, c'est quand on voit tous les morts de cette maison. D'une certaine manière, oui, la maison est hantée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu des tragédies ici, mais d'une autre manière, encore une fois, degré de lecture permet de dire que bah c'est juste une coïncidence et il y a en effet plein de gens qui ont connu une tragédie ici. Surtout qu'on parle que c'était une vieille maison de la famille Hill qui avait connu elle des tragédies, des maladies, tout ça, donc c'était logique. L'épisode 7 était pour moi le plus décevant, mis à part le monologue de Monsieur Dudley, le voisin qui raconte vraiment un peu les problèmes de cette maison. C'était celui, il se passait moins de choses, c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'épisode le plus court, c'est genre à 46 minutes, 47 minutes. Il se passe le moins de choses et c'est l'épisode qui sert le moins à quelque chose. Il y avait facilement moyen d'enlever un épisode sur les 10 et de le mettre un peu dans le 6 et le 8 quoi. Ça reste un bon épisode et ça remonte un peu la maîtrise du père sur la relation avec ses enfants et avec sa femme et sur la maison forcément, mais bon c'était pas l'épisode le plus nécessaire quoi. Là où l'horreur a commencé à bien fonctionner, c'est à partir de l'épisode 8. C'est pas qu'elle fonctionnait pas avant, hein, mais là où il y a un impact plus dramatique sur la situation, c'est quand plusieurs personnages voyaient les mêmes éléments horrifiques. Et ça montrait bien que maintenant, dès qu'ils voyaient les mêmes éléments horrifiques et ils ressentaient les mêmes choses, ça montrait bien qu'ils redevenaient une famille. Et c'est là que tu comprends qu'ils vont tous devoir retourner à Hill House pour un peu conclure leur compte avec la maison. C'est là qu'on a le droit à l'un des meilleurs épisodes de la série, c'est l'épisode 9. On a vu que chaque épisode se concentrait un peu sur chaque personnage et l'épisode 9 se concentre sur la mère. La mère, on le voit, a été atteinte d'un problème. On sait donc pas si c'est la maison qui a commencé à, entre guillemets, la posséder ou si c'est elle qui a commencé à perdre la tête. Steve dit qu'elle est schizophrène. Et on le voit bien parce qu'elle n'arrive pas à différencier le rêve et la réalité. Elle voit des gens qui ne sont pas là, des fois elle se réveille en faisant des trucs horribles, des fois elle parle à des gens qui n'existent pas, des fois elle est dans un rêve, enfin bon, elle est complètement perdue. Donc la schizophrénie c'est le prétexte réel de la situation. Le prétexte horrifique c'est le fait que qu'elle a perdu la tête parce que la maison est hantée. Elle voit des cadavres, elle voit des fantômes, enfin c'est vraiment l'une des raisons principales. Et toute la manière dont elle a perdu la tête et la manière dont elle tue l'enfant des voisins est affreuse. Vraiment, c'est l'un des moments les plus horribles de la série. Parce qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Pour elle, elle est en train de sauver ses enfants, et elle lui fait boire du poison. Et pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi comme genre de poison, c'est du poison pour tuer les rats. On le voit souvent, il y a souvent des plans sur le poison à rats. On sait bien que la mère a contaminé le thé avec du poison à rats. Et la seule gamine qui boit le thé, c'est forcément la gamine des voisins. Vu qu'on sait que la mère est entre moment de lucidité et moment de fiction, on va dire, le moment où elle réalise ce qu'elle a fait, elle en profite pour se suicider. Ce qui est marrant, c'est que le son en avant était un moment de lucidité. Tu vois le fantôme qui se rapproche vers elle et qui essaie de la pousser, mais elle saute avant que le fantôme la touche. Ce qui sous-entend fortement que lors de son suicide, elle était lucide et elle comprenait ce qu'elle faisait. Elle avait ce regret, elle a vu ses enfants fuir, elle a décidé de se suicider. Et c'est un peu ce que raconte le tout dernier épisode de The Haunting of Hill House, c'est vraiment cette idée du deuil et du chagrin et de l'accepter. Le fait que tous les personnages arrivent dans la maison, le fait qu'ils revivent tous des moments horribles d'échecs dans leur vie, avec Steve qui a fait une vasectomie, qui veut pas avoir d'enfants, qui se sent coupable d'avoir écrit des choses horribles sur Hill House et des mensonges. De l'autre côté, Theodora qui n'arrive pas à aimer les gens. Encore une fois, de l'autre côté, Shirley qui a trompé son mari. Luke qui est complètement accro à l'héroïne. Et Nelly qui, elle, va permettre de réconcilier cette famille. L'apparition surnaturelle de Nelly est en fait l'acceptation de tous les membres de la famille qu'elle s'est suicidée, qu'elle a été dépressive et qu'il faut tourner la page. Et le moment où ils s'excusent tous de l'avoir maltraitée durant toute la série et durant toute leur vie est le moment où ils acceptent vraiment son décès. D'ailleurs, de l'autre côté, le père est le seul personnage de la série qui ne parle pas à l'apparition de Nelly, et lui s'occupe de l'apparition d'Olivia. C'est là que c'est un moment assez intéressant dans la double lecture de l'horreur et du dramatique, c'est que il parle à Olivia, à l'apparition d'Olivia, comme si elle était là. Lui, il a la maîtrise sur le réel et surnaturel, et lui, il parle à sa femme comme si elle était là, et il comprend exactement ce qu'elle a fait et pourquoi. Et vu que c'est le seul qui comprend parfaitement la situation, c'est le seul qui a un contrôle sur les éléments d'horreur. Lui, il maîtrise d'un bout à l'autre dans la série tout ce qui est horrifique, toutes les apparitions, tout ce qui est surnaturel, il comprend. D'ailleurs, il y a un moment très touchant quand il dit à Steve de pas regarder l'apparition devant lui, il lui dit juste de pas s'inquiéter. Mais ça aurait été une apparition, un événement de la vie, ça aurait marché pareil. C'est pour ça qu'à la fin, quand tout le monde a accepté la mort de Nelly et qu'il montre à Steve la vérité, il décide de se suicider. Parce qu'il a rempli sa quête et il a accepté la vérité depuis le début. Et quand il fait ses adieux pour rejoindre Nelly et Olivia, c'était incroyablement touchant. Parce qu'il a rempli son objectif et il a montré à Steve que voilà, maintenant, tu peux vivre ta vie d'homme et vivre paisiblement avec ta famille et de manière heureuse. Mais en fait, toute cette série avec ses éléments horrifiques est juste l'histoire d'une famille cassée. Et cette famille cassée qui se réconcilie. Et c'est juste ça. C'est tout con et c'est juste ça. Et le fait qu'il mélange aussi parfaitement des éléments d'horreur et de drame en fait l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Pour la simple et bonne raison qu'il raconte de manière très intelligente et fantasmée
une histoire facile. C'est juste un père qui a caché la vérité à ses enfants pendant une vingtaine d'années et ils en ont fait une histoire incroyable par rapport à ça. Haunting of Hill House, c'est une série très émouvante, c'est une série qui marche très bien, qui mélange très bien différents genres et c'était juste parfait. Bon, c'était pas parfait parce qu'il y a des épisodes, le 4 et le 7, que j'aurais fait un peu différemment et qui étaient un peu trop faciles à mes yeux, surtout le 7 qui sert pas à grand chose, mais sinon ouais, c'est génial et c'est une série à regarder, c'est évident. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série, vos personnages préférés, vos scènes préférées, la scène qui vous a fait le plus peur. Moi c'était clairement un jumpscare, celui-là je l'assume pas du tout, et la scène qui m'a le plus touché c'est le suicide de Nelly, mais la fin aussi était très touchante et c'était une très bonne fin. Et il y a pas moyen de faire une seconde saison, c'est juste impossible. Ça gâcherait vraiment tout le fait que la famille a été réparée et que ça sert plus à rien. Surtout qu'après il y a un saut dans le temps de 2 ans, donc c'est con, c'est pas possible quoi. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci, pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toute l'actu, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.